Il est 13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à l'œil de l'actualité ce dimanche. Reprise des élections législatives dans 6 circonscriptions hier samedi où les résultats du scrutin du 6 mars dernier avaient été annulés. Le scrutin dans son ensemble s'est déroulé dans le calme et la sérénité. Après le dépouillement, les premiers résultats sont connus. Proclamation de ces résultats à suivre dans un instant en ouverture de journal. Offrir une meilleure qualité d'image et de son aux populations avec 6 chaînes gratuites grâce à la TNT, la ville de Mbengue a basculé vers la télévision numérique terrestre. Le préfet de région a procédé au lancement de ce basculement en compagnie du représentant du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie et des responsables de la Société ivoirienne de télédiffusion, IDT. Réchauffement des relations entre la France et le Rwanda. Alors que Paris n'avait plus d'ambassadeur à Kigali, le Conseil des ministres rwandais a validé l'accréditation du diplomate proposé par Paris. Le nouveau représentant de la France à Kigali s'appelle Antoine Anfray. Il est âgé de 58 ans. Il connaît bien les dossiers de l'Afrique. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. 4e producteur du caoutchouc naturel au monde. La Côte d'Ivoire, notre pays, a abrité du 8 au 11 juin dernier au Sofitel Ivoire d'Abidjan, le premier sommet mondial virtuel sur le caoutchouc. 4 jours durant, le pays a concentré l'attention du monde sur le futur de l'EVA. 2 défis étaient à relever. Premier défi, celui numérique. Deuxième défi, celui lié à la durabilité de l'EVA culture avec comme point central la rémunération des producteurs. Le sommet terminé, ces défis ont-ils été atteints? Quels sont les acquis de ce sommet mondial virtuel sur le caoutchouc? Pour en parler, nous recevons ce 13h dans le cadre du Dimanche Magazine, Monsieur Eugène Crémien, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'APROMAC, l'association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous ce 13h. Merci. Je vous retrouve dans une demi-heure pour en parler, mais avant, comme vous le savez certainement, la journée d'hier, samedi, était une journée électorale pour certaines circonscriptions, 6 au total. Les populations de ces circonscriptions votaient pour choisir leurs députés. Journée de vote tranquille jusqu'au terme du scrutin et au dépouillement. Tous les résultats sont désormais connus, des résultats que je vous invite à suivre. Résultats des élections législatives partielles du 12 juin 2021. Circonscription numéro 025, Mankono commune et sous-préfecture. Population électorale, 18 678. Votants, 7 787. Taux de participation, 41,69%. Bulletin nul, 165, soit 2,12%. Bulletin blanc, 105, soit 1,38%. Suffrage exprimé, 7 622. Ont obtenu pour EPM, Fofana Mohamed, 2315, soit 30,37%. RHDP, Fofana Salimata, 5172, soit 67,86%. AGB, Sotigui Koulibaly, 30, soit 0,39%. Est élu Fofana Salimata du RHDP avec 67,86%. Circonscription numéro 148, Dabouyo et Gueyo, commune et sous-préfecture. Population électorale, 17 203. Votants, 7 134. Taux de participation, 41,47%. Bulletin nul, 337, soit 4,72%. Bulletin blanc, 92, soit 1,35%. Suffrage exprimé, 6 797. Ont obtenu PFG, Kanga Amani Serge, 19, soit 0,28%.
GEM, Balo Bafetegue, 17, soit 0,25%. RHDP, Dogui Marie Noël, 2725, soit 40,09%. Indépendant, Bobo Kwasi David, 20, soit 0,29%. PDCI RDA, Blé Saï Félix, 3924, soit 57,73%. Est élu Blé Saï Félix du PDCI RDA avec 57,73%. Circonscription numéro 203, Séguéla commune. Population électorale 16 267. Votants 4 345. Taux de participation 26,71%. Bulletin nul 70, soit 1,61%. Bulletin blanc 40, soit 0,94%. Suffrage exprimé 4 275. Ont obtenu PDCI RDA, EDS, Ali Bakayoko, 383, soit 8,96%. RHDP, Bakayoko Zoumana, 3852, soit 90,11%. Est élu Bakayoko Zoumana du RHDP avec 90,11%. Circonscription électorale numéro 174, Dogbo et Grand Béribi, commune et sous-préfecture. Population électorale 23 602. Votants 9 346. Taux de participation 39,60%. Bulletin nul 446, soit 4,77%. Bulletin blanc 60, soit 0,67%. Suffrage exprimé 8 900. Ont obtenu Aka Konan Kwame Armand, 2781, soit 29%. PS Saré Niepo Edmond, 20, soit 0,22%. RHDP Gosso Franck Gérard, 2477, soit 27,83%. Indépendant Niawe Guy Jérôme, 27, soit 0,30%. FPI Yulo Rose épouse Niepa, 93, soit 1,04%. EDS Yepawa Cyril, 3642, soit 40,92%. Est élu Yepawa Cyril de EDS avec 40,92%. Atoutou, Jacquesville, commune et sous-préfecture. Circonscription numéro 085. Population électorale 25 054. Votants 9 827. Taux de participation 39,22%. Bulletin nul 321, soit 3,27%. Bulletin blanc 65, soit 0,68%. Suffrage exprimé 9 506. Ont obtenu pour ECDC Lobo Anke Léon 4 338, soit 45,63%. EPJ Caillot de Modestie Mangué Nicodème Wilfried 16, soit 0,17%. UDC Esso Cès Mathias 40, soit 0,42%. Indépendant Adjussou Guipen 16, soit 0,17%.
Unité Amour, Paix, Cromel, Akpa, Marcel, Luce, 10, soit 0,11%. RHDP, Yurugu, Pierre, 3744, soit 39,39%. PDCI, RDA, EDS, Aka Adio Marie-Ange, 1232, soit 12,96%. MAD, ESSO Gémis Lambert, 45, soit 0,47%. Est élu Logo Anké Léon de ECDC avec 45,63%. Circonscription numéro 11, Gbelo, Gouékan, Kona, Waninou, Sabudougou et Santa, communes et sous-préfectures. Population électorale, 19 857. Votants, 13 701. Taux de participation, 69%. Bulletin nul, 491, soit 3,58%. Bulletin blanc, 256, soit 1,94%. Suffrage exprimé, 13 210. Ont obtenu pour DDU, Diomandé Abdoul Amara, 5 869, soit 44,43%. Le RHDP, Mamadou Sanogo, 7 085, soit 53,63%. Est élu Mamadou Sanogo de RHDP avec 53,63%. Voilà, des candidats désormais situés sur l'issue de ce scrutin et dans l'actualité, ce communiqué qui émane de l'état-major général des armées de Côte d'Ivoire qui fait cas d'une attaque contre une patrouille des forces armées de Côte d'Ivoire, communiqué dont je vous fais connaissance. Le samedi 12 juin 2021 aux environs de 19h, une patrouille de reconnaissance des forces armées de Côte d'Ivoire a été l'objet d'une attaque complexe sur l'axe Téhéni-Togo-Lokaï, localité frontalière du Burkina Faso. Il s'agit d'une embuscade avec usage d'engins explosifs improvisés au contact duquel un des véhicules a sauté. La riposte du détachement a permis de sécuriser la zone et de porter secours aux blessés. Le bilan fait état de 3 morts et 4 blessés. Ces derniers ont été évacués et pris en charge. Le chef d'état-major général des armées présente ses condoléances à l'ensemble des forces armées de Côte d'Ivoire ainsi qu'aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés tout en assurant tous leurs proches de sa compassion. Il réitère ses encouragements à leurs camarades encore sur le terrain. Le chef d'état-major général des armées rassure les populations de la détermination des forces de défense et de sécurité à continuer à agir pour leur protection et les appels à une franche collaboration avec les forces engagées. Fait à Abidjan le dimanche 13 juin 2021, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Dans le cadre de l'accomplissement de leur mission, les éléments des douanes ivoiriennes ont procédé à la saisie de 1,2 tonnes de cannabis et de 30 tonnes de sucre. Ce beau coup de filet est l'œuvre des agents de l'unité mobile d'intervention rapide des douanes. Les contrevenants ont été arrêtés à Grand-Bassam pour le cannabis et sur l'axe à couper à Bangourou pour le sucre. Les précisions de Jean-Jacques Comé. La première saisie de l'unité mobile d'intervention rapide humide des douanes ivoiriennes, 2 camions à bord desquels se trouvaient 600 sacs de sucre d'origine brésilienne, poids total 30 tonnes. C'est au niveau du pont à Dikokwa, sur l'axe à couper à Bangourou, que les agents de Lumière ont intercepté les 2 camions qui transportaient les sacs de sucre. Valeur marchande du sucre frauduleux, 18 millions de francs CFA. La seconde saisie est relative à 1,2 tonnes de cannabis, valeur 48,2 millions de francs CFA. Les 1191 plaquettes de cannabis ont été dissimulées sous du manioc dans un véhicule de type bâché. Ce véhicule a été bloqué par les hommes du commandant Ouattara Hippolyte, commandant de Lumur, au niveau du Vitib sur l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam. Ce beau coup de filet des douanes d'une valeur d'environ 67 millions de francs CFA a été réalisé grâce à des informations anonymes. Nous invitons la population à coopérer avec l'administration des douanes chaque fois qu'elle est au courant donc d'une situation de fraude, qu'elle n'hésite pas du tout donc à nous saisir de sorte à ce que nous puissions être promptes et rapides comme les saisies de sucre et de cannabis que nous venons d'opérer. Les contrevenants
devront répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Reportage de Jean-Jacques Kwame à suivre à présent cette déclaration de Fofana Kolojo. Il est le président de l'OGSCI, l'organisation des gérants de stations-service de Côte d'Ivoire. Communiqué de l'organisation des gérants des stations-service de Côte d'Ivoire, OSGCI. Suite au mot d'ordre de grève lancé par l'OSGCI le lundi 31 mai 2021, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Thomas Camara, a reçu en audience le bureau pour une séance de travail le vendredi 11 juin 2021. L'OSGCI a décidé de la suspension de son mot d'ordre de grève initialement prévu du lundi 14 au mercredi 16 juin 2021. L'OSGCI invite par conséquent tous les gérants des stations-service de Côte d'Ivoire à lever le mot d'ordre de grève et à maintenir les points de vente ouverts jusqu'à nouvel ordre. L'OSGCI tient déjà à remercier le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Thomas Camara, qui a décidé de prêter une oreille attentive à leur situation. L'OSGCI rappelle à tous ses membres également que les discussions sont toujours en cours avec la tutelle en vue de trouver une issue favorable et définitive à leurs préoccupations. Fait à Abidjan le samedi 12 juin 2021, Fofana Kolojo, président de l'organisation des gérants de Côte d'Ivoire. Voilà, suspension donc du mot d'ordre de grève de l'OGSCI, l'organisation des gérants de stations de Côte d'Ivoire. Deuxième titre de cette édition, la ville de Mbengue a basculé vers la télévision numérique terrestre. La TNT, c'est le préfet de la région qui a procédé au lancement de ce basculement en compagnie du représentant du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie et des responsables de la Société ivoirienne de télédiffusion IDT. C'était en présence des autorités administratives, politiques traditionnelles et des populations. L'objectif, offrir une meilleure qualité d'image et de son aux populations avec 6 chaînes gratuites. Ami Sissoko. Mbengue, localité frontalière à 30 km du Mali et à 75 km de Korogo, désormais couverte par la télévision numérique terrestre TNT. Dans les locaux du centre émetteur, c'est le préfet du département de Mbengue, Augustin Guessan-Déolé, qui procède au lancement à la grande joie des populations qui auront un accès libre à 6 chaînes de télévision après acquisition du kit de réception. Avant l'installation de cette antenne-là, où c'était difficile d'avoir des images en Mbengue. C'était difficile, extrêmement difficile. Mais avec l'arrivée de cette antenne-là, il y a eu une amélioration. Et pour nous, l'avènement de la TNT va nous apporter un plus. Ça a été une immense joie pour nous, population, d'avoir reçu les kits TNT à Bougou, vraiment qui nous ont permis de se déconnecter des différents canaux et maintenant se connecter maintenant sur les chaînes de la télévision ivoirienne. Nous sommes très contents. Le directeur de la Société ivoirienne de télédiffusion, IDT, Benoît Adamayeo, a exhorté les populations à s'équiper en se procurant l'antenne et le décodeur disponibles dans tout le département de Mbengue. La TNT, vous le savez, est une évolution technologique en matière de télédiffusion terrestre. Elle remplace la télévision analogique qui est dépassée dans les paysages audiovisuels. La TNT offre aux téléspectateurs plusieurs avantages, à savoir une bonne qualité d'image et de son, l'opportunité de bénéficier de plusieurs chaînes dont une diversité de choix, une offre télévisuelle résistant aux intempéries. La construction et l'équipement du centre émetteur de Mbengue en matériel de TNT a mobilisé près de 450 millions de francs CFA de l'État, selon le représentant du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie. Offrir une vie de qualité aux Ivoiriens n'a pas de prix pour le président Alassane Ouattara. Mesdames et messieurs les éditeurs de programmes audiovisuels, monsieur le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie vous remercie pour votre implication dans le développement des contenus diversifiés dans notre pays et vous encourage à honorer vos engagements en offrant des programmes attrayants aux populations ivoiriennes.
Mbengue est la 5e étape du lancement de cette nouvelle technologie de diffusion après Abidjan, Bouaké, Korogo et Dimbokro, portant ainsi le taux de couverture de la population à plus de 80%. Lancement fait au son du balafon. On reste dans le nord de la Côte d'Ivoire où l'ONG CARE International continue son soutien aux communautés rurales pour un développement durable. Cette organisation non gouvernementale, avec le soutien d'une société cotonnière et un négociant de cacao, a réalisé un logement de médecins et équipé le village de Kabolo-Dougou dans la région du Poro en matériel agricole et d'élevage de poules et de chair. Cet investissement de plus de 50 millions de francs CFA vise à soutenir l'autonomisation des femmes. Le bâtiment et les équipements ont été officiellement remis. Soro Corona. Un logement de médecins, un tricycle, une batteuse de riz, une égreneuse de maïs, de la sémence pour le maraîcher et des kits d'élevage de poulets de chair. Des projets pour aider au développement de Kabolo-Dougou, village de la région du Poro. Par ses réalisations et équipements, l'ONG CARE International contribue ainsi à promouvoir le développement local durable des communautés productrices de coton en améliorant les moyens de l'autonomisation des femmes, la gouvernance inclusive et la résilience. Ce projet vise ainsi à soutenir la communauté productrice de coton de la zone de Kabolo par une approche communautaire axée sur l'autonomisation de la femme, la prévention du travail des enfants, la sécurité alimentaire, la nutrition et l'assainissement du cadre de vie. Coût de l'investissement, plus de 50 millions de francs CFA. Les partenaires de ce projet de développement de CARE International, une société cotonnière et un négociant de cacao. La construction du logement de médecins rapproche ainsi la santé des populations. L'handicap majeur était le manque de logement. Je pense que c'est aujourd'hui donc un mauvais souvenir par le don de logement que nous venons de voir. C'est en tout cas un plaisir pour nous de savoir effectivement qu'on a un médecin qui est bien logé en tout cas à Kabolo-Dougou. Un comité de développement communautaire a été installé par l'ONG CARE International. Ce comité a pour mission de travailler à l'essor économique et social de Kabolo-Dougou, à la cohésion et au développement de la culture du coton. Retour sur Abidjan, direction du ministère de la fonction publique. 3000 fonctionnaires et agents ont été formés au management des administrations. Une formation pour renforcer leurs capacités en tenant compte de leur positionnement. La formation a eu lieu sur la période 2017-2019. Le reportage est signé Grace Cando. Une administration publique moderne, efficace et performante, telle est la vision du gouvernement ivoirien. Pour Jeune Lacte à la parole, un programme de formation en management des administrations publiques a été déployé au profit de 3000 fonctionnaires et agents de l'État. Pour évaluer ce programme de formation, une rencontre est initiée par le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Pourquoi une formation en management des administrations publiques et le management des agents publics qui intègre la gestion des compétences et plus globalement des ressources humaines est l'un des principaux défis à relever pour garantir durablement un niveau de performance de l'économie de la Côte d'Ivoire grâce à l'amélioration de la performance de ses services régaliens et des structures administratives. L'évaluation de ce programme de formation permettra de recenser les acquis, déceler et corriger les limites qui ont prévalu au cours de sa mise en œuvre. C'est en 2017 que le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a signé une convention de partenariat avec une institution internationale française pour la mise en œuvre de ce programme de formation. Un mot de religion. À présent, le nouveau président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire a été investi hier samedi dans la matinée à la grande mosquée de la Riviera-Golfe. Il avait été désigné par ses pairs le 25 avril dernier pour succéder à Cheikh Aïma Traoré Mamadou, décédé le mardi 13 mai, premier jour du mois du Ramadan. Le reportage est connu par Gassoro Demadongui. Je jure devant Allah et devant la deuxième conférence extraordinaire du Conseil de séjour d'exécuter ma mission avec dévotion, abnégation, courage et responsabilité. Par ces mots, Imam Ousmane Diakité vient de prêter serment en tant que nouveau président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Prestation de serment qui s'inscrit dans le cadre de la cérémonie d'investiture du nouveau guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Investi, Cheikh Aïma Ousmane Diakité
a reçu ses attributs d'imama des mains de ses pairs, le turban, le Saint-Coran, la bague et la canne. Le nouveau président du COSIM, après son investiture, entend privilégier un islam tolérant et modéré. Il n'a pas manqué d'inviter la communauté musulmane dans son ensemble à prier davantage pour la paix, la stabilité et l'entente entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Le dialogue interreligieux continuera-t-il d'être une réalité tangible dans notre pays? L'atteinte de nos objectifs n'est possible que dans l'unité et la cohésion. J'en appelle donc vivement à cette unité, gage de force face aux épreuves. Semons des graines de l'entente et de la réconciliation partout dans notre chère patrie. Cette cérémonie d'investiture a vu la participation des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, à leur tête les nonces apostoliques, des membres du gouvernement, des guides des autres confessions religieuses et a bénéficié du soutien du président de la République Alassane Ouattara, représenté à cette cérémonie par le ministre d'État, ministre de la Défense. Son message porté par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Votre arrivée à la tête de la communauté intervient dans un contexte national marqué par des attaques répétées et mettant à mal la quiétude des populations. Il n'est un secret pour personne que ces terroristes disent agir au nom d'une certaine idéologie, soi-disant islamique, même si nous savons tous qu'il n'existe aucun fondement coranique à ces idéologies de haine et de mort. Le chef de l'État voudrait pouvoir compter sur vous pour que tous les imams et les prédicateurs, où qu'ils se trouvent sur l'étendue du territoire national, participent activement à l'éducation et à la sensibilisation pour un islam de paix en Côte d'Ivoire. Né en 1956, Cheikh Aïma Ousmane Diakité est marié et père de 7 enfants. Il est l'imam principal de la mosquée Mont Arafat de la Riviera Bonoumé et a été désigné à la tête du COSIM par ses pairs le dimanche 25 avril dernier pour succéder à Cheikh Aïma Traoré Mamadou, rappelé à Dieu le mardi 13 mai, premier jour du mois de Ramadan. Et puis, mesdames et messieurs, petite curiosité, des moines qui rendent grâce à Dieu au son de la kora. Cela se passe au Sénégal, près de Dakar, la capitale. À la baille de Keur Moussa, la kora, cet instrument de musique, s'est substitué à l'orgue et accompagne tous les offices religieux des moines bénédictins qui y vivent. Les frères, les moines, confectionnent eux-mêmes cet instrument de prédilection des griots, si bien que la kora de Keur Moussa jouit aujourd'hui d'une grande renommée chez les musiciens professionnels, bien au-delà de la sphère catholique. Alexis Ouedraogo. Au Sénégal, les moines de l'abbaye du cœur immaculé de la Bienheureuse Vierge Marie font vibrer les cordes de leur kora à l'heure de la méditation. C'est un instrument qui permet à la parole de Dieu de s'épanouir. C'est pas un instrument qui écrase, et c'est un instrument qui aide à la prière. Et c'est la raison pour laquelle ils l'ont progressivement adopté en écartant d'autres instruments. Lors de la fondation de l'abbaye, les bénédictins séduits ont jugé que la kora pourrait remplacer l'orgue pour accompagner les chants grégoriens. Depuis, la réputation des chants des 10 moines a dépassé les frontières du Sénégal. Le monastère n'a fait que suivre un processus de modernisation de la kora. Donc, ils ont trouvé une kora qui était traditionnelle, venant des griots. Mais aujourd'hui, le paradoxe, c'est que les griots qui utilisent maintenant les koras modernes de Keur Moussa. Les quelques 50 koras produites chaque année par de moines luthiers ont la faveur des musiciens professionnels au-delà du monde catholique. Avec des modèles vendus à un peu plus de 650 000 francs CFA, la fabrication de l'outil constitue un revenu important pour la structure. Les 35 moines vivant actuellement à l'abbaye sont sénégalais pour la plupart, issus de la petite minorité catholique qui cohabite pacifiquement avec 95% de leurs compatriotes de confession musulmane. Voilà, des moines qui jouent de la kora, voilà qui est intéressant. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire.
Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier samedi 12 juin 2021 24 nouveaux cas de Covid-19 sur 2510 échantillons prélevés, soit 0,9% de cas positifs, 43 guéris et 0 décès. À la date du 12 juin 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 47 662 cas confirmés, dont 47 178 personnes guéries, 306 décès et 178 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 672 653. Dans la région du Kabadougou, le ministre Gaoussou Touré a récemment procédé à la mise sous tension du village de Zébéna, situé dans le département de Séguélon. Par la même occasion, il a inauguré un dispensaire au profit du même village, à la grande joie des populations. Et selon le ministre Gaoussou Touré, toutes ces actions traduisent en actes la vision de développement du chef de l'État, Alassane Ouattara. Mahama Traoré. C'est dans une liesse populaire que le ministre Gaoussou Touré a été accueilli par le village de Zébéna, dans le département de Séguélon, région du Kabadougou. Une effervescence à la dimension de l'acte que venait poser l'hôte des habitants de Zébéna, celui de l'inauguration du centre de santé de cette localité peuplée de près de 3000 âmes. Les travaux de construction de ce centre de santé ont coûté environ 80 millions de francs CFA. Nous, peuple de Zébéna, debout et dressé comme un seul homme, remercions solennellement le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, dans sa politique de développement, ainsi que tous les acteurs qui ont participé à la réalisation de ces projets. Quelques semaines avant la mise en service du centre de santé, le village de Zébéna s'est vu raccordé au réseau électrique national. Ces travaux d'électrification sont estimés à 320 millions de francs CFA. Zébéna est plus que jamais engagé sur la voie du développement, selon le ministre Gaoussou Touré. Ce qui me réjouit le plus aussi, c'est le pont qui est construit et qui permet de relier la sous-préfecture de Séguélon avec la sous-préfecture de Bako. Et donc à travers deux importants villages qui sont Zébéné même et ensuite Kangasso au niveau de Bako. C'est une joie pour nous. Au nom du président Alassane Ouattara, Gaoussou Touré a exhorté les populations à la paix et au vivre ensemble. Et dans l'actualité internationale, ce signe important du réchauffement des relations entre la France et le Rwanda, alors que Paris n'avait plus d'ambassadeur à Kigali, le Conseil des ministres rwandais a validé l'accréditation du diplomate proposé par la France. Le nouveau représentant de la France à Kigali s'appelle Antoine Anfray, il est âgé de 58 ans. Il connaît bien les dossiers de l'Afrique, ancien ambassadeur de France au Niger. Il connaît aussi la région des Grands Lacs pour avoir été premier secrétaire de l'ambassade de France en Ouganda dans les années 90. Il ira ensuite à la direction Afrique du ministère français des Affaires étrangères. Place à présent au Dimanche Magazine de ce 13h qui ouvre une lucarne sur le sommet mondial virtuel sur le caoutchouc qui s'est tenu du 8 au 11 juin dernier à Abidjan. Cérémonie d'ouverture présidée par le Premier ministre, son Excellence Patrick Hachi. Conférence panel portant sur des sujets d'intérêt en rapport avec la filière en meublé. Le programme de ce sommet mondial virtuel sur le caoutchouc. Le sommet terminé. Quels sont les acquis de celui-ci? Et pour en parler, nous recevons M. Eugène Cremien, président de l'APROMAC, l'association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Alors, vous venez d'achever en Côte d'Ivoire le premier sommet mondial virtuel sur le caoutchouc qui s'est tenu du 8 au 11 juin. Le défi de l'organisation était grand. Quel est le sentiment général qui se dégage? Satisfaction partielle ou totale? Je dirais ce matin, je suis un homme comblé parce que organiser de façon virtuelle le sommet mondial du caoutchouc à Abidjan, ce n'était pas donné. Il fallait d'abord relever le défi de l'Internet et de la communication. Vous savez que notre pays traverse quelques difficultés en matière d'électricité. Donc, on a pu surmonter cette difficulté avec l'appui de tous les techniciens que je voudrais saluer au passage. Nous avons pu communiquer avec 23 des 30 pays membres de notre organisation qui étaient accrochés sur la toile et qui voulaient savoir ce qui se passait à Abidjan. Donc le premier défi, Internet, il a été relevé. Je voudrais saluer tous ceux qui ont participé à cela. Deuxième défi, c'est la première fois que se tient un sommet mondial sur le caoutchouc en virtuel.
Est-ce que la Côte d'Ivoire était préparée à cela? Donc malgré toutes les difficultés, nous avons pu relever le défi et nous étions connectés sur la toile. 23 pays en direct le premier jour. Les jours suivants, d'autres pays sont venus s'ajouter là-dessus et nous avons pu en direct travailler avec le monde entier sur le caoutchouc naturel. Alors comment s'est faite la désignation de la Côte d'Ivoire pour justement organiser ce sommet quand on sait qu'il y en a de plus gros? Je parle bien sûr des pays. Mais je voudrais vous rappeler que depuis quelques années, la Côte d'Ivoire fait des bonds extraordinaires sur la production du caoutchouc naturel. Nous sommes partis du 7e rang mondial. Aujourd'hui, nous sommes au 4e rang mondial. C'est des prouesses, malgré deux difficultés majeures. La première difficulté, c'est que le changement climatique a un effet néfaste sur la production du caoutchouc. Les saisons changent, les modes de culture changent. Malgré cela, la Côte d'Ivoire affiche des chiffres records. Pendant qu'en Asie du Sud-Est, les productions baissent. Donc le monde entier s'interroge. Quel est le secret de la Côte d'Ivoire? Comment la Côte d'Ivoire réussit malgré les difficultés climatiques qui se posent aujourd'hui au monde entier? Comment la Côte d'Ivoire fait pour être dans le top 4 des plus gros producteurs de caoutchouc naturel? Donc c'est une curiosité. Ils sont venus voir et ils ont compris, ils ont vu de leurs yeux, vu l'effort que fait la Côte d'Ivoire dans ce domaine. Et le volet virtuel de ce sommet n'a aucunement empêché une bonne interaction entre les participants à ce sommet? Pas du tout, pas du tout. Nous étions connectés sur la toile. Ça aussi, c'est un défi. Et quand on a accepté d'organiser ce sommet, certains de mes collaborateurs se posaient la question, est-ce que nous étions préparés à cela? Je remercie tous nos collaborateurs qui ont travaillé jour et nuit pour nous permettre d'être connectés sur la toile. Je voudrais saluer les organisations telles que les services d'Internet, l'électricité qui ne nous a pas fait défaut, qui a permis que nous soyons là en permanence avec Singapour et le reste du monde. Et pour vous qui représentiez la partie ivoirienne, qu'avez-vous présenté au cours de ce sommet? Alors, au cours de ce sommet, c'est un sommet du donner et du savoir. Le monde entier avait pour thème cette année de voir l'inclusivité, la durabilité, la protection de l'environnement. Et nous, en Côte d'Ivoire, nous avons anticipé sur beaucoup de sujets avant que la planète ne s'interroge. Et donc, nous sommes venus à ce sommet pour partager notre expérience avec les autres parties du monde, pour leur dire, voilà ce que nous faisons. Et je pense que ça a été apprécié par les plus grands spécialistes du monde. Et Monsieur le Président de la Promac, nous allons à présent aborder une question essentielle. Il s'agit bien sûr des acquis de ce sommet. Et sur ces acquis, notre reporter Noël Liango a fait focus. Suivons ensemble cet élément. L'hévéaculture en Côte d'Ivoire, c'est 7 planteurs industriels pour une superficie plantée de 50 000 hectares et des planteurs villageois. Ils sont 160 000 et exploitent 600 000 hectares. Des superficies plantées, seules 560 sont en production, pour un volume de 950 000 tonnes de caoutchouc par an, avec un rendement de 1,6 kg à l'hectare. Ça fait une vingtaine d'années que nous supplantons le monde entier. Nous sommes devant les grands pays producteurs que sont la Malaisie, l'Indonésie, l'Inde, le Vietnam en termes de productivité, et nous entendons le maintenir. C'est avec cet ensemble d'acquis que la Côte d'Ivoire a abrité le premier sommet mondial virtuel sur le caoutchouc avec une ambition affichée. L'EVA incarne cette Côte d'Ivoire nouvelle qui veut demain visiter et viser toujours plus haut pour presque doubler sa production de caoutchouc d'ici 2025 et porter son taux de transformation primaire à 100%, tout en amplifiant radicalement celui de la transformation secondaire, seul vrai levier créateur de valeur ajoutée et de progrès, de vie pour nos populations. 4 jours de change après. Que retenir d'Abidjan au-delà du défi numérique relevé?
Alors, Monsieur le Président de la Promac, la question de Noël Gagnon est pertinente. Elle pose la question fondamentale des acquis importants pour la Côte d'Ivoire et pour l'ensemble des partenaires de ce secteur du caoutchouc. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le Premier ministre qui est venu en personne rehausser l'éclat de ce sommet mondial. Il nous a donné des orientations que mes équipes sont en train d'étudier et d'approfondir. Il nous a lancé le défi de la transformation. Je voudrais que nous nous arrêtions un peu sur ce défi. Que dit Monsieur le Premier ministre? Il nous a dit au cours de la cérémonie d'ouverture, sur 350 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, la Côte d'Ivoire ne capte même pas 1% de ces 350 000 milliards. Il s'agit de faire de la transformation. La valeur ajoutée doit se faire en Côte d'Ivoire et non pas ailleurs. Ça, c'est le défi que le gouvernement nous lance. Mais dans ce message qui vient d'être passé, il y a d'autres éléments que nous pourrions développer au niveau des superficies, au niveau de la résilience, au niveau des efforts fournis par le planteur ivoirien pour nous permettre d'être au 4e rang mondial. Il y a eu un encadrement qui a été fait à la base, assuré par la Promac et toutes les organisations qui nous accompagnent dans le développement de l'élevage-culture en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de travailler et nous voudrons être parmi les meilleurs. Nous sommes au 4e rang. Mais ça ne nous suffit pas. Nous voulons aller plus. Pour aller plus, il faut capter encore de la valeur ajoutée. Et le gouvernement, je suis persuadé, avec les assurances que le Premier ministre nous a données, le gouvernement va nous accompagner pour aller à la 2e transformation, aller à la 3e transformation, pour que le paysan ivoirien bénéficie des retombées réelles de sa production. Ce sommet a donc fixé de nouvelles projections pour vous et tous ceux justement qui interviennent dans le secteur du caoutchouc. Je voudrais vous dire que c'est une nouvelle feuille de route qui vient de m'être remise à l'issue de ce sommet. Cette feuille de route dit quoi? Continuer, progresser dans la production, mais aller à la 2e transformation, aller à la 3e transformation, capter des valeurs ajoutées pour le bonheur de l'Ivoirien, pour l'État de Côte d'Ivoire et pour tous ceux qui sont dans la chaîne de la transformation et de la filière EVA. C'est ça notre défi pour demain. Et justement, ces défis qui s'offrent à vous dans un futur très proche, comment est-ce que vous comptez bien tout faire pour y arriver? Juste en 1 minute. Je ne serai pas seul, je serai avec une équipe dynamique, avec des ingénieurs, avec des chercheurs, avec des travailleurs. Et le paysan le plus modeste de nos villages et de nos campagnes doit être associé dans le travail que nous sommes en train de faire. Je voudrais que vous me permettiez de rendre hommage à mes aînés, à ceux qui m'ont dévancé à la tête de cette grande organisation qu'est l'EVA de Côte d'Ivoire. Feu Amétier Jean-Baptiste. Je veux parler de tous ceux qui ont travaillé au sein de la Promac. Ensuite, notre aîné, Kofi Fulgence, qui m'a passé le flambeau, et qui ont travaillé pour nous permettre aujourd'hui d'être au niveau où nous sommes. La Côte d'Ivoire fait l'objet d'envie des autres États. Il faudrait que nous maintenions ce flambeau, que nous l'entretenions pour que les générations futures viennent trouver une organisation, une filière soutenue, entretenue, grâce à Dieu, avec l'État, avec l'appui de l'État, pour nous permettre de bâtir une agriculture moderne. Alors, les VA, nous sommes en train de développer un nouveau concept. En quoi consiste ce concept? Il s'agit d'associer la culture pérenne qu'est l'EVA avec les cultures vivrières. L'EVA doit donner à manger aux Ivoiriens.
Et ça, je reviendrai une prochaine fois sur votre plateau. Allez-y, on a le temps d'en parler. On a le temps d'en parler. Alors, les Ivoiriens veulent savoir justement comment est-ce que désormais, les Ivoiriens devront associer la culture de l'EVA avec du vivrier, que ce soit la banane, le manioc, le maïs ou le riz, dans les interlignes d'EVA. Pendant 4 à 5 ans, le cultivateur d'EVA doit pouvoir vivre de son vivrier produit sur sa parcelle. Et mieux, sur une superficie que vous devez conserver 5% de votre superficie d'EVA aux cultures vivrières, de façon à permettre au personnel qui est sur la plantation de vivre sans aller acheter du riz en ville. Mais Monsieur le Président, cela est-il possible? On entend beaucoup dire que la culture de l'EVA appauvrit le sol. C'est une vérité ou une contre-vérité? C'est une méconnaissance de notre culture d'EVA. L'EVA, d'abord, quand vous faites de l'EVA, vous procédez au reboisement. Et le reboisement que vous faites fait que vous combattez l'effet de serre. L'arbre d'EVA capte le gaz carbonique et rejette de l'oxygène dans la nature. Donc nous nettoyons toutes les saletés que les autres produisent dans l'atmosphère. Nous purifions l'air. Ça, c'est un. De deux, quand vous avez un champ d'EVA à proximité d'un village, le champ d'EVA fournit le bois de chauffe à l'ensemble de la population. Donc, on ne s'attaque plus aux zones protégées, aux forêts classées. Nos forêts classées ne seront plus attaquées parce qu'on a besoin de fagots, parce qu'on a besoin de ceci, cela. Le bois d'EVA vient pour remédier à tout cela. Et ensuite, les terres sur lesquelles nous faisons de l'EVA, l'arbre d'EVA perd ses feuilles une fois par an et les feuilles qui tombent nourrissent le sol, fertilisent le sol. Donc, on n'a plus besoin d'engrais chimiques pour polluer nos sols. Alors, vous qui êtes le président de la Promac, le sommet s'est achevé. Avez-vous le sentiment que toutes vos préoccupations ont été prises en compte au cours de ce sommet? J'ai l'impression que, c'est vrai, c'était un carrefour du donner et du savoir, mais j'ai l'impression que les autres... Vous avez beaucoup donné, vous avez reçu également énormément? Nous avons beaucoup donné parce que... Est-ce que vous avez beaucoup reçu? Oui, parce que il y a des expériences qui sont venues d'Asie qui vont nous permettre de modifier certaines de nos pratiques, mais nous avons beaucoup donné parce que, en introduction, je vous ai dit, la production de caoutchouc naturel en Asie baisse pendant que nous sommes en nette progression chaque année. Ils sont venus pour savoir quel est le secret de la réussite de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais saluer aujourd'hui tout le travail abattu, depuis le petit paysan jusqu'à l'ingénieur agronome qui travaille dans nos plantations et sur nos sites, qui ont donné ce résultat-là. La Côte d'Ivoire est heureuse de savoir que ses fils travaillent correctement. On peut donc affirmer sans aucune crainte de contradiction que les acquis de ce sommet sont importants et ont été bénéfiques pour la Côte d'Ivoire. Oui, nous sommes en train de faire le point, parce que c'est des conférences denses qui ont été prononcées. Nous sommes en train de sortir la quintessence de tout cela et que nous allons mettre sur notre site de la Promac pour permettre aux Ivoiriens d'aller checker et voir tous les acquis. Ensuite, nous mettrons une équipe itinérante qui va faire de la sensibilisation auprès de nos paysans pour partager tous les acquis qui sont venus d'ailleurs, mais que nous avons aussi en interne. Merci à vous, Monsieur le Président, et c'est sur ces mots que se referment les pages de cet entretien. Je rappelle que nous recevions à l'instant, dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 13h, Monsieur Eugène Cremien, président de la Promac, l'association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Bon début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire. Merci.